Bonjour et bienvenue dans cette webconférence dédiée au Covid, webconférence qui sera donc masquée. Nous sommes en direct des locaux de l'agence Sud-Ouest de Bayonne. 3 tables rondes vont vous être proposées sur la situation sanitaire du Pays Basque. Un focus qui va vous permettre de comprendre la situation et l'évolution du virus, la coopération nécessaire entre les établissements de santé ou encore les conséquences sur notre santé psychique. Un événement organisé par Pierre Sabatier et ses équipes. Bonjour Pierre. Bonjour Laetitia, vous bonjour à êtes tous. Le responsable de Sud-Ouest Pays Basque. Vous avez réuni de nombreux professionnels de la santé pour répondre à ces questions cruciales. Nous démarrons tout de suite avec la première table ronde dédiée à l'actualité de la vaccination et les perspectives d'évolution du virus. Vous avez réuni Pierre Marichou Blanzaco. Bonjour. Vous êtes la directrice de l'ARS, délégation départementale des Pyrénées-Atlantiques. Michel Glane, bonjour, vous êtes le directeur du centre hospitalier de la Côte Basque. Nous recevons également le docteur Alain Bernadi. Bonjour, médecin chef et pneumologue du centre médical Tokieder. Marie-Laure Lacaze, vous êtes présidente du réseau EHPAD Pays Basque. Et puis Christophe Hudi, vous êtes responsable qualité et ressources humaines de santé service Bayonne et région. Très bien. Bonjour, je vais commencer avec vous, Madame Blanzaco. Une question de circonstance. Comment ça va comment ça va le Covid au Pays Basque? Faites-nous un point sur le taux d'incidence, le nombre d'hospitalisations et puis bien sûr où on en est du déploiement de la vaccination. Bien, bonjour à tous. Merci d'avoir invité l'ARS à cette première table ronde santé du Pays Basque. C'est avec grand plaisir que je me trouve en compagnie des principaux acteurs de l'offre de santé sur le Pays Basque. Donc, où on en est et quelle est la situation épidémiologique? En 2 mots, vous l'avez noté, vos auditeurs et téléspectateurs le savent, on a eu une fin d'année difficile avec des taux d'incidence qui étaient particulièrement élevés. Nous étions de mémoire le département et le côté basque qui avait le taux d'incidence le plus élevé de la Nouvelle-Aquitaine. C'était dû sans doute au brassage des vacanciers, etc., etc. Depuis le début de l'année, le taux d'incidence a baissé. Il monte en France, il monte en région et nous étions sur un plateau. Alors, ce que je dis là est bon maintenant, mais on se rend compte que dans cette situation inédite, je pense qu'on aura l'occasion de le redire, ce qui est valable un moment ne l'est plus quelque temps après. Donc là, aujourd'hui, les chiffres du jour font que le taux d'incidence remonte légèrement. Nous sommes aujourd'hui à 140, taux d'incidence pour 100 000 personnes, 140, encore en dessous de ce qui est la région, puisque la région est à 159. Donc, ce taux d'incidence qui monte, un taux de positivité qui demeure en dessous des moyennes régionales, mais qui commence à progresser aussi, nous alerte et nous oblige à avoir encore plus de vigilance, toujours plus de vigilance pour ce virus. Voilà. Donc, un taux d'incidence qui monte, un taux de positivité qui monte, le taux d'incidence qui monte à peu près dans toutes les classes d'âge. Pour le Pays Basque, nous étions la semaine dernière à un taux d'incidence de 126. La semaine dernière, nous étions sur le plateau. Je n'ai pas encore les données puisque sur les EPCI, c'est par semaine. Je n'ai pas encore les derniers chiffres, c'est 126. Voilà, donc ça reste quand même maîtrisable. Le virus circule, il est maîtrisé. Naturellement, il y a un déport sur l'hospitalier. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Et on sent... Le système de santé n'est pas encore saturé, mais on sent quand même que les hospitalisations augmentent. Pas mal. En hospitalisation et en réanimation. Nous étions sur un plateau. Là aussi, on sent que ça remonte. Monsieur le directeur du CHCB aura sans doute l'occasion de le dire. Oui. Donc, ce qui se fait en taux d'incidence, mathématiquement, se traduit par de nouvelles admissions, de nouvelles hospitalisations et conventionnelles et en réanimation. Voilà. Donc, voilà ce que je peux dire en quelques mots. Très bien. Justement, transition toute trouvée avec Monsieur Glane. Il reste de la place à l'hôpital pour accueillir les patients du Covid ou on est proche de la saturation ou pas encore, ou on est loin? Comment vous le gérez ça? Alors l'hôpital est actuellement plein, mais comme bien souvent, et ensuite c'est juste une question d'ajustement entre les patients Covid et les patients non Covid. Donc actuellement, comme l'a très bien dit Mme Blanzaco, on sent une montée du nombre d'hospitalisations. Alors c'est un phénomène très très lent, qui n'est pas brutal comme on a pu le connaître lors de la première vague, mais globalement, après avoir connu de septembre à la fin de l'année une très forte progression, et puis un plateau,
nous sommes toujours sur ce même plateau qui n'est jamais redescendu en deçà de 20-25 patients hospitalisés tous les jours. Aujourd'hui, nous sommes à 28, 3 patients en réanimation. Mais globalement, on sent bien que par l'effet principalement des clusters, c'est-à-dire de ces foyers épidémiques qui se créent sur le territoire, on est très près d'une reprise de l'épidémie et du nombre d'hospitalisations à l'hôpital. Combien de lits au total entre réanimation et lits consacrés au Covid à l'hôpital de Bayonne? Le dispositif aujourd'hui, c'est une vingtaine de lits qui ne sont pas tous occupés, mais nous avons pris la précaution de maintenir un dispositif opérationnel dans l'hypothèse où nous subirions un pic d'activité. Donc nous avons à peu près le même dispositif que lors de la deuxième vague, un petit peu allégé pour les hospitalisations, mais un dispositif de veille qui permet d'être opérationnel le cas échéant très très vite. Très bien. Un mot sur la vaccination. Vous avez commencé de mémoire le 6 janvier à l'hôpital de Bayonne. Effectivement, vous avez une bonne mémoire, et moi aussi d'ailleurs. J'ai révisé. Mais, vous êtes à combien de vaccinations aujourd'hui? Alors, hier, à 15h, nous étions à un peu plus de 5600 personnes vaccinées sur l'ensemble du territoire, avec quand même un engouement très fort de la population, des populations qui étaient ciblées pour cette vaccination. On avait un peu craint au départ que, voilà, il y a quelques semaines, les personnes, notamment les personnes âgées, ne souhaiteraient pas se faire vacciner. C'est tout le contraire qui a été démontré sur notre territoire. Le niveau de vaccination, le taux de vaccination pour les résidents des EHPAD du groupement hospitalier territoire, c'est plus de 85% qu'aujourd'hui. Donc plus de 580 résidents d'EHPAD qui ont été vaccinés sur un potentiel de 650, c'était absolument inespéré. Pour le personnel de l'hôpital de Bayonne, c'est 56% de taux de vaccination. Pour les personnels de plus de 50 ans ou de moins de 50 ans atteints de comorbidité. Et pour les professionnels de santé libéraux, je sais qu'on est à 1700 personnels vaccinés, toujours de plus de 50 ans, ou de moins de 50 ans avec des comorbidités. Je n'ai pas tout à fait le chiffre précis, mais on me dit 3000 professionnels de santé au total sur le territoire, ce qui fait que le taux de vaccination pour les professionnels de santé, hors hôpital, ce sont des libéraux dont je parle, doit être très proche, en tout cas dépasser les 70%. Vous parliez des EHPAD à l'instant. Justement, vous êtes président du réseau des EHPAD dans le Pays Basque. Comment ça se passe? Comment est-ce que vous gérez cette période? Alors effectivement, je suis présidente du réseau EHPAD Pays Basque. Donc moi, je représente le flux A, c'est-à-dire le flux de livraison des vaccins par nos officines, donc hors du champ hospitalier. Donc, l'approvisionnement se passe... Voilà, l'approvisionnement a démarré cette semaine. Donc, nous, on a été satisfaits parce qu'on pense qu'on a bien accompagné les personnes qui vivent donc dans nos maisons. On les a considérées comme des citoyens. On a pu leur demander à chacun leur consentement. C'est-à-dire que vous les avez informés, vous avez accompagné avec leur médecin traitant, parce que nos organisations sont très mal connues. Donc, nous n'avons pas de médecin à demeure, nous sommes du médico-social et c'est le médecin traitant qui gère la santé de nos résidents. Donc, c'était très important pour nous que cette phase de consentement puisse se faire en bonne et due forme. Et elle se traduit aujourd'hui par Donc, elle s'est traduite aujourd'hui effectivement par de la vaccination, puisque nous aussi, nous sommes entre 75 et 85% de réponses positives de la part des personnes qui vivent sous nos toits. Combien de personnes ça représente au niveau de tous les EHPAD du Pays Basque? Enfin, du moins du réseau que vous Le réseau pilotez. Pays Basque, aujourd'hui, c'est approximativement 2600 résidents. Christophe Audy, vous êtes en contact avec les patients à domicile. Quels sont les retours justement que vous avez sur la vaccination? Est-ce qu'il y a toujours beaucoup d'hésitation, beaucoup de doutes, d'anxiété, ou au contraire, ça se passe bien? Il y a des questions, il y a beaucoup de questions et justement on est là aussi pour relayer de l'information concernant la vaccination, de l'information institutionnelle notamment. On se fait le relais d'une campagne d'information qui est le hashtag
fais-toi vacciner, je me fais vacciner, pardon. Et là, il s'agit plutôt de porter le message de se protéger, de protéger les autres. Donc effectivement, auprès des familles, auprès des patients à leur domicile, de tous les entourages, c'est important d'aller porter entre guillemets la bonne parole en relayant le message, justement pour lever ces freins. Et puis aussi en étant un petit peu ressource pour des questions, puisqu'il y a des personnes âgées, notamment seules, qui n'ont pas forcément toute la capacité, je dirais, à se connecter directement pour prendre rendez-vous sur Doctolib ou d'autres services. Et du coup, on se fait le relais de numéro de téléphone où on peut accompagner ces personnes, justement. Là, on est vraiment un centre de ressources à ce niveau-là pour un relais de l'information auprès des patients. Et là aussi, vous sentez qu'en face, les gens sont réactifs et sont proactifs, sont prêts aujourd'hui à aller se faire vacciner? Parce que vous disiez à l'instant que les gens ne sont pas forcément bien informés, etc. Mais finalement, aujourd'hui, qui l'est vraiment sur les vaccins, sur les variants du virus? Il y a beaucoup de flou, Il y a du flou, mais si on veut donner la bonne information, on peut le faire. Nous, on s'est organisé effectivement pour relayer l'information avec nos professionnels qui interviennent au domicile. Donc, on a fait des petites sessions de formation pour justement relayer cette info auprès des patients. Et je crois que ça marche. Pour rebondir sur ce que disait M. Glane, nous, au niveau des professionnels aussi, nos professionnels de plus de 50 ans qui souhaitaient se faire vacciner, à aujourd'hui, il y en a 75% qui effectivement sont déjà vaccinés. Donc le circuit a bien marché dans un premier temps. On pourra évoquer la suite, mais voilà. Très bien. Merci, docteur Bernadi. Vous représentez un des centres de soins de suite et de réadaptation de Cambo. Vous avez été pas mal sollicité au premier confinement puisque vous étiez un établissement, on va dire, genre, je ne sais plus si Mme Blanzaco va me corriger, si c'était de deuxième ou de troisième rideau, mais en tout cas pas en première ligne, mais sauf que j'imagine, dans l'établissement où vous l'étiez, comment ça s'est passé? Combien de personnes vous avez récupéré de patients depuis bientôt un an qui dépendaient de près ou de loin du Covid? Alors notre centre a toujours essayé de suivre les mouvements des hospitalisés, essayer de rendre service aux unités d'hospitalisation, de prendre en charge ces patients pour libérer justement des lits d'actifs. Donc on a suivi un peu ce mouvement. Ça nécessite de grosses adaptations au sein du centre puisqu'il faut aménager en fait des espaces réservés à ces patients. Alors il y a ceux qui sortent avec des thérapeutiques relativement simples et pour lesquels on a aménagé une unité spéciale. Et puis, il y a une unité encore plus spéciale pour les patients qui sortent de réanimation, qui sont trachéotomisés, qui ont des soins lourds, par exemple, en sortie de ces pneumopathies sévères à Covid. Et donc, c'est une organisation extrêmement importante. Nous avons pris en charge actuellement plus de 100 patients dans le post-Covid hospitalisés. Ce sont donc à peu près tous des pneumopathies sévères, soit sortant de réanimation directement, soit sortant des services hospitalisés. Et donc, c'est important qu'on puisse s'adapter en permanence en fait, aux besoins des structures aiguës, que ce soit l'hôpital ou de certaines structures privées. C'est plus dur aujourd'hui ou c'était vraiment le printemps là, qui a été compliqué? Alors nous, non, on a eu beaucoup plus de patients à la deuxième vague en septembre qu'à la première. Sur la première vague, on a eu à peu près une trentaine de patients sévères. Sur la deuxième vague, on a plus de 75 patients sévères. Et aujourd'hui, je n'ai pas les chiffres précis, mais on est au-dessus de ces chiffres-là. Madame Blanzaco, vous soutenez là ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire en effet une réelle différence du nombre et de la prise en charge entre les deux confinements? Oui, il n'y a pas eu de première vague ici pratiquement, on peut quand même le dire, et ce qui nous a été favorable, parce que ça nous a permis de nous organiser. Et quand vous disiez de deuxième rideau, je dirais plus qu'il y avait vraiment une collaboration, un partenariat très étroit entre les établissements qu'on appelle MCO, médecine, chirurgie obstétrique, et les établissements SSR, mais chacun à sa place avait le même rôle très important de prendre en charge, en fonction du niveau de gradation évidemment de la maladie, toutes les personnes. Donc il n'y a pas eu de première vague, la seconde a été un peu plus forte, c'est pour ça que vous avez été un peu plus sollicité, oui, voilà. Donc je confirme bien les propos de docteur Bernadi. Alors nous sommes le vendredi 22 janvier, on parle de plus en plus de troisième vague. Est-ce que c'est des propos alarmistes? Est-ce que c'est des propos prévenants? Comment il faut l'expliquer? Et est-ce qu'il faut vraiment la craindre?
Bon, donc je prendrai les précautions oratoires d'usage. N'étant doute. pas épidémiologiste, n'appartenant pas au Conseil de santé publique, vous comprendrez bien que je resterai très très modeste dans ce que je vais dire. Mais comme vous tous, hein, je lis la littérature sur le sujet, je m'informe, nous avons donc des éléments d'information précis. Et il est vrai, c'est prouvé que, on le dit tout à l'heure, les chiffres sont là. Donc la réalité des chiffres, on ne peut pas la nier. Et donc il y a des buts de frémissement dans les hôpitaux, un taux d'incidence qui remonte. Donc on pense que nous aurons la troisième vague. Le ministre l'a bien dit. La hauteur de cette troisième vague, l'interaction dans cette troisième vague des nouveaux variants ou autres, je m'en garderai bien d'en dire quoi que ce soit de précis, puisque là, nous sommes tous en attente. Voilà. C'est une troisième vague que l'on peut aussi dire qu'il s'agit d'une deuxième vague qui n'a pas fini et qui ne s'est pas résorbée avant qu'un nouveau pic arrive. Oui, parce qu'on peut. La première vague, elle nous est tombée dessus, parce que l'image de la vague, elle est quand même intéressante, hein, parce qu'on a vraiment pris ça comme le tsunami, c'était quand même assez inédit. Donc là, il a fallu s'organiser, s'adapter. On parlait des organisations mises en place tout à l'heure, ça nous a servi pour la deuxième vague. Donc je pense qu'on est en train de s'améliorer. Les techniques, alors moi je ne suis pas médecin, donc je parlerai sous le contrôle des médecins. Les techniques thérapeutiques ont aussi beaucoup évolué, ce qui fait que lors de la deuxième vague, il y a eu moins de personnes en réanimation parce que les techniques ont évolué, etc. On apprend tous les jours. Donc sans doute qu'on apprendra aussi pour cette troisième vague. Moi, ce qui m'intéresse de pointer, c'est que le système de santé, il a tenu. Première vague, deuxième vague, il tient, il a tenu. Donc avec des ajustements, M. Glane en parlait, en permanence des ajustements, mais il a tenu. Donc on est prêt pour une troisième vague si elle a lieu. Et du côté de l'hôpital, M. Glane, c'est pareil, les remontées de terrain, on va dire, elles sont comment? Vous craignez aussi cette troisième vague ou vous y êtes déjà préinstallé? Non, mais je confirme ce que dit Mme Blazacou. L'important, c'est d'être prêt à toutes les hypothèses. Alors, au fond, nous avons acquis une expérience, et pas simplement à l'hôpital. Je veux vraiment insister sur la singularité de notre territoire, c'est l'organisation territoriale. Tous les établissements publics et privés ont été sollicités parce qu'on sait travailler ensemble et depuis longtemps en dehors du Covid. Et le jour où la première vague est arrivée, on a pu s'organiser, tout établissement confondu, quel que soit le statut juridique, quelle que soit sa position géographique, pour y répondre collectivement. C'est également le cas sur la vaccination, on y reviendra peut-être, où chacun a pris sa part. Donc au fond, pour pouvoir faire face à ce besoin de vaccination et utiliser au mieux, on ne peut pas s'appuyer sur un seul centre. Je pense que les cliniques ont pris leur part aussi. Et donc, nous avons une réponse collective. Et si demain... voilà, une troisième vague arrive, on saura la prendre en charge collectivement, les établissements de court séjour, les établissements SSR. Les 3/4 des patients, des 547 patients qui ont été hospitalisés depuis mars à l'hôpital de Bayonne pour une raison de Covid, les 2/3 sont partis en établissement de SSR et beaucoup à Cambo. Ce qui veut dire que sans le recours de ces établissements, on se retrouvait avec des difficultés majorées. Donc voilà, c'est une organisation territoriale, j'insiste, c'est notre force. Et on souhaite évidemment la conserver. Madame Lacaze, dans les EHPAD, on s'organise aussi, on se prépare? Oui, je crois que c'est plus compliqué chez nous, effectivement, parce que si un patient est Covid, on va le garder au niveau de l'EHPAD, sauf bien sûr s'il a besoin du service de réanimation, hein, mais on doit se transformer en mini SSR. Et avec certainement pas les moyens qui vont en face. Donc chez nous, il y a beaucoup d'épuisement. Et s'il y a une troisième vague, ça ne va pas pouvoir continuer comme ça. Il faut vraiment qu'on embauche dans nos structures, parce qu'on ne peut pas, avec les moyens que l'on a, être des mini-SSR comme on nous l'a demandé depuis le début du mois de mars. Ça, c'est vraiment pas possible. Vous n'arrivez pas à recruter? Alors, enfin, vous, pas que vous, mais dans ce milieu-là. Je vais en parler, mais déjà, on attend une loi depuis des années qui s'appelle la loi Grand Âge et Autonomie. Les rapports sont au ministère depuis des années et il n'y a rien qui bouge. Donc ça, c'est la première chose. Nous, au réseau, on a une casquette militante et on se bat pour ça. Mais j'espère qu'on y arrivera peut-être en 2021. En tout cas, oui, on n'arrive pas à recruter, peut-être, même sûrement. Mais on a pris les choses en main dès cette année 2020, puisque Pôle emploi, les centres de formation, donc on n'est plus dans le constat, on essaye de mettre des choses en place.
Nous avons dans nos établissements 15 métiers différents. Nous sommes des structures dynamiques, locales, avec des projets. Il faut à tout prix qu'on arrive à embaucher et que les jeunes aient envie de travailler chez nous. Ce sont de super structures, je vous assure. Et puis ce Covid, finalement, a mis aussi un coup de projecteur sur ce qui se passait Oui. dans les EHPAD. Oui. Et on en a justement, on a vu beaucoup de solidarité aussi Tout à fait. entre les établissements. Alors, entre les établissements, certes, parce que bon, si on a besoin de l'hôpital, de toute façon, on est en convention avec l'hôpital, il n'y a pas de souci, ils sont là. Mais sur la gestion de la Covid après, on le fait au sein de nos EHPAD. Donc, on a beaucoup appris, il faut s'habiller pour un isolement, enfin... Il y a des choses qu'on savait très bien faire parce que bon, la grippe, les gastro, enfin le bio-nettoyage, les mesures barrières, on connaissait déjà ça, pas au point de la Covid. Mais franchement, dans les établissements, surtout dans les établissements où il y a eu beaucoup de cas, donc au Pays Basque, mais encore plus en Béarn, il y a un épuisement, mais on ne peut même pas imaginer. Et vous arrivez à vous projeter au-delà de l'actualité actuelle, de cette possible troisième vague ou pas, et de se dire, bon, on va peut-être en terminer à l'automne ou... Alors moi, c'est comme Madame Blanzacou, je ne sais pas, forcément. Donc, ce que je sais, c'est que les résidents qui se sont fait vacciner, ils ont cet espoir-là, effectivement, de repartir déjeuner le dimanche en famille. Mais je crois que dans nos maisons, nos résidents n'ont pas été plus privés que tout un chacun. Moi, j'ai des amis qui ont des enfants à l'étranger, ça fait 1 an qu'ils n'ont pas vu leurs enfants, quoi. Enfin, je veux dire, c'est notre quotidien à tous. On a gardé de la vie. Dans nos établissements. Ça a été peut-être un peu compliqué pour les familles, mais il y a du lien social tout le temps, donc avec les professionnels, avec les intervenants. Nous, je pense que ça a peut-être été plus facile en EHPAD que pour certaines personnes âgées que je connais de Bayonne à domicile. Hospitalisation à domicile, vous confirmez quand vous rencontrez les personnes que vous voyez au quotidien, elles sont inquiètes, c'est vraiment ce ressenti-là? Oui, il y a ce ressenti-là, effectivement, de l'inquiétude. Il était encore plus présent, effectivement, au mois de mars-avril, où il y avait beaucoup de méconnaissance, entre guillemets, de la maladie et de la façon de le traiter. Donc là, il y avait beaucoup de choses. Et il y avait tout un travail d'éducation à faire pour les entourages et aussi pour tous les aidants sur l'hygiène. On parlait tout à l'heure en disant qu'effectivement, dans les EHPAD, il y a eu beaucoup de choses de mise en place, etc. Mais à domicile, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important. Puisque c'est facile à contrôler, j'imagine. Et beaucoup plus difficile à contrôler, effectivement, puisque si nous, on peut maîtriser le patient, on ne peut pas maîtriser tous les flux de personnes qui peuvent venir au domicile. Après, je voudrais juste rebondir sur la collaboration, effectivement, sur le territoire de santé. Je crois que de ce point de vue-là, on est tous d'accord pour se dire qu'il y a quelque chose qui se fait et qui se fait bien. À ce niveau-là, même s'il y a encore, bien sûr, à parfaire. Nous, je sais qu'au niveau de l'hospitalisation à domicile, on est notamment intervenu depuis le début de la crise sanitaire dans 9 EHPAD pour justement, notamment sur des prises en charge palliatives qui, effectivement, étaient contaminées Covid et pour lesquelles le choix avait été de rester dans l'EHPAD. Et on a pu apporter ce soutien et éviter une hospitalisation. Voilà. Monsieur Bernadi, docteur Bernadi, comment envisagez-vous la gestion de la crise à suivre, la suite qui s'annonce, même si on ne sait pas, si on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y aura un 3e confinement, on est plutôt à se dire qu'il y en aura un, mais on ne sait pas quand. Alors, je crois Comment est-ce que vous préparez ? Il y a plusieurs choses, c'est qu'effectivement, revenir juste sur un point, sur une coopération effectivement entre les établissements de santé qui est réelle et qui est depuis le début, que ce soit entre le privé, le public et les établissements de soins de suite. Je crois qu'effectivement, les 2 phases que nous avons passées nous a permis d'acquérir une certaine expérience. Et on est très à l'écoute des frissons de l'hôpital parce que dès que ça bouge, on essaye d'adapter au maximum les locaux, la prise en charge de ces patients et si possible, une prise en charge la plus rapide possible. Il y a ce premier élément. Le deuxième élément, c'est que cette crise a fait prendre conscience aussi à notre personnel de l'importance de la vaccination.
Et nous avons commencé à vacciner le personnel et on a vu effectivement l'engouement qu'il y avait pour cette vaccination, qui est importante. Je crois que le personnel de santé a bien compris l'intérêt de cette vaccination. Et on se rend compte aujourd'hui que nos patients y sont aussi très attachés. Nous allons commencer à vacciner les patients dans les recommandations, bien sûr, qui en sont faites, ainsi que la population de proximité, puisque nous devons prochainement ouvrir les portes pour vacciner dans notre centre, mais en collaboration en fait avec les médecins privés, mais également les autres établissements de Cambo, de façon à pouvoir assumer aussi une prise en charge locale de ces gens qui veulent être vaccinés, se protéger, ce qui est tout à fait compréhensible quand on voit un peu la pression médiatique qui est un petit peu autour de ce Covid, mais qui est une pression réelle. Oui, voilà. C'est pour le coup pas que la faute des médias. Non. Ok, on est d'accord là-dessus. Est-ce que vous partagez cet avis que finalement le Covid aura permis de se préparer, de s'organiser différemment, de se structurer différemment Dans les établissements, dans les divers établissements de santé? Bien sûr. Ne serait-ce que de l'ARS, puisque nous avons été, je pense, en visio à peu près toutes les semaines ou tous les 15 jours, ça dépendait des périodes. Donc oui, on s'est rapproché des acteurs. Enfin, pour nous, en tout cas les maisons de retraite, je pense qu'on a mieux compris comment nous fonctionnons et ça, c'était très important. Allez-y. Oui, moi je voulais juste dire que si on avait un maître mot pour retenir ce qui s'est passé aussi, c'est la capacité d'adaptation, vraiment, qui a été très importante à tous les niveaux, et notamment aussi des professionnels, qui sont quand même des professionnels soignants qui sont aussi en première ligne, il ne faut pas l'oublier, et c'est vrai que les organisations, quelles qu'elles soient, privées, publiques, etc., effectivement se sont adaptées, et les professionnels aussi ont dû s'adapter à des nouveautés. On sortira du Covid changé. Ouais. Changer en termes de coopération territoriale, en tout cas bonifier, je dirais, de notre expérience, également en termes de management. Parce que l'hôpital en particulier, qui est une structure hiérarchique assez rigide, elle a dû s'accommoder d'une réactivité qu'on ne connaissait pas, de la capacité à prendre des décisions très très vite. Et je pense qu'on s'est tous habitués, de la direction, les médecins, les personnels, à se voir souvent, à décider très vite, à mettre en œuvre nos décisions dans des délais très courts. Et on a envie que ça continue. Voilà, on aimerait bien que le modèle managérial soit beaucoup plus souple. Ça fera partie des enseignements à tirer. Les pratiques médicales ont évolué. On parle souvent de télémédecine, la télémédecine, les visioconférences, les audios. Voilà, je pense que ça aura un effet accélérateur sur beaucoup de mouvements qui étaient déjà en latence avant la crise. Ouais. Vous confirmez, Madame Lanzaco ? Oui, j'allais le dire, je suis tout à fait d'accord avec Monsieur Glane. Dans chaque crise, il y a quand même des points, des opportunités à en tirer. Autrement, on reste sur quelque chose de terrible qui nous est tombé dessus. Et l'intérêt donc cette crise, elle a cristallisé quand même les points de fragilité, de tension que nous avions. Donc ça, c'est intéressant. Elle permet de nous réinterroger sur ces points de tension, de fragilité qu'avait le système, même s'il a tenu, je l'ai dit. Mais moi, j'y vois surtout, mais vous l'avez dit, un formidable accélérateur. On ne travaillera plus comme avant le Covid. Ça, c'est quand même très clair. Donc, ça a du bon. Sur l'organisation territoriale, elle était déjà très, très bonne sur ce territoire. Donc, ça ne pourra qu'être amplifié et continuer. Non, mais comme il faut quand même trouver toujours des perspectives favorables, moi, je vois vraiment celle-ci. C'est-à-dire qu'on travaillera différemment pour plus de réactivité, d'efficacité. Donc, ça ne peut être... essayons d'en tirer le meilleur. Tant qu'on en est à parler d'espoir... Est-ce que je prépare mon foulard rouge pour les fêtes de Bayonne ou je vais devoir le laisser encore dans l'armoire cette année ? Oh là, je ne suis pas décideur en la matière, mais ce qu'il nous a appris qui peut nous servir, c'est qu'on n'était pas bon sur la prévention. Quand je dis nos fragilités, c'était ça. On était quand même dans un système essentiellement curatif. Et tous ces gestes barrières que nous avons appris, eh bien, nous allons le retenir pour après. Et donc, si nous allons jusqu'au bout, peut-être vous retournerez vers le maire et les autorités de l'État qui pourront organiser les fêtes ou pas. Mais je pense que je préfère avoir cette image-là positive, des opportunités offertes par la crise. Ouais, si la campagne de vaccination fonctionne telle qu'elle devrait... Alors ça, c'est le point très, très salutaire. Et donc, il y avait des discours un peu dissonants sur la vaccination. On se rend compte qu'il y a un véritable engouement.
Donc c'est plutôt aussi ça une chose salutaire. Voilà. Du côté des professionnels de santé, on l'a dit. Du côté des résidents, vous l'avez souligné également. Du côté de tous. Donc le levier dont nous disposons pour revivre normalement, c'est la vaccination. Donc il faudra bien le faire. C'est vrai que cette crise nous a amené à réfléchir autrement de notre métier, de ce qu'on pouvait proposer aux gens, de comment on le faisait. On a finalement resserré les liens de cette pluridisciplinarité quand on prend en charge les gens. On voit plusieurs intervenants autour de ces patients. Et ça, vraiment, il y a une réflexion commune qui s'est faite et qui a été spontanée. Et puis, l'évolution de notre métier, parce que, effectivement, vous avez parlé, M. Glan, de la télémédecine, mais il y a la téléréadaptation. Et aujourd'hui, les premières vagues nous ont montré l'isolement que pouvaient vivre les gens chez eux, y compris des gens qui avaient des pathologies chroniques, sévères, graves, pour lesquelles on ne pouvait pas proposer de choses. Eh bien, c'est vrai que malheureusement, cette crise nous a amenés à réfléchir très vite et à mettre en place la téléréadaptation. Aujourd'hui, voilà, ça marche. On peut inclure des patients, on peut les prendre en charge, les suivre et les accompagner surtout au domicile. Et ça, c'est très important. Merci à tous. J'en profite, je salue Jean Duverdier, dont vous avez vu les dessins passer, donner un petit trait d'humour à tous ces sujets plutôt graves. Et donc je le remercie, je le salue. Vous voyez ici, à sa manière, comment il traduit vos propos. Merci Jean. Merci beaucoup. Merci pour votre participation. On se retrouve très bientôt pour une autre table ronde, toujours autour du Covid, de sa gestion dans le Pays Basque et toujours sur sudouest.fr.